Bon, là, on est prêt pour commencer cette belle présentation du livre de Céline Boissou que vous voyez là sur la table. Il s'appelle Faites de la musique sans vous faire du mal. Vous connaissez peut-être Céline Boissou parce qu'il a beaucoup travaillé avec nous, mais elle est musicienne, elle est ergothérapeute. Elle s'est installée à Thonon, elle a installé son cabinet là-bas. Elle s'est formée à l'université de Limoges, où elle a travaillé avec l'opéra. Et puis actuellement, elle mène sa recherche doctorale au CNSM. Et bon, comme je vous ai dit, elle accompagne notre réseau très souvent avec des interventions pour prévenir le TMS. Du coup, on a réfléchi, on a pensé cette intervention comme une petite interview, entretien, je sais pas, échange pour la connaître un petit peu plus et savoir de quoi il s'agit son livre. Déjà, est-ce que tu nous pourrais raconter un petit peu plus sur tes grandes étapes ou les jalons dans ta carrière si j'ai je ne sais pas si j'ai peut-être oublié quelque chose. Oui, alors quand j'ai commencé mes études d'ergothérapeute, j'ai découvert en fait qu'il y avait une possibilité de travailler dans la rééducation des musiciens. Et ça m'a tout de suite intéressée. Je me suis tout de suite dit, ah là, je sens qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant à aller chercher. Surtout que c'est un milieu qui est assez peu exploré encore du côté des rééducateurs. Et je me suis dit, ah ben là, il y a quelque chose à aller chercher. Et je suis passée par plutôt la rééducation de la main et du membre supérieur. Donc après mes études d'ergothérapie, j'ai continué à me former au niveau de l'appareillage du membre supérieur, dans le but d'intégrer une équipe de chirurgiens de la main, donc d'urgentistes de la main et du membre supérieur, et après pouvoir faire le lien aussi avec la rééducation du musicien. Parce que souvent les musiciens, ils arrivent, ils ont un motif en tout cas de consultation lié au membre supérieur. Donc c'est un petit peu la voie par laquelle je suis passée. Donc j'ai travaillé des années avec une équipe de chirurgiens de la main avant d'ouvrir complètement mon cabinet. Et voilà. Sur ce livre, vous mettiez. En fait, j'ai la tutoie, mais j'avais prévu. J'ai dit, ah non, non, je vais la Ça vous va très bien voyer. comme ça. Bon, tu mets en lumière, dans la même équation, la douleur, le plaisir et la performance musicale. Quelque part, tu cherches peut-être changer un paradigme dans l'enseignement de la musique à travers cette nouvelle équation. Alors, je le mets dans le livre comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens un petit peu sur le terrain aussi. C'est souvent des choses qui sont très liées pour les musiciens et dans leur manière d'aborder leur propre santé. Donc c'est des choses qu'on est en train un petit peu de déconstruire aussi, que ce soit nous, professionnels de santé, ou les musiciens. Et donc on est en train un peu de modifier justement ce paradigme pour partir du principe que l'on n'est pas obligé de souffrir et que la douleur n'est pas inévitable quand on pratique un instrument de musique. Et ça qui est compliqué un petit peu à changer, bien qu'il y a quand même des progrès depuis ne serait-ce que j'exerce, ça fait pas très très longtemps non plus, mais sur l'échelle d'une dizaine d'années, on voit déjà des modifications de perception de la douleur. Mhm. Mhm. Dans ton livre, tu abordes vraiment beaucoup de parties du corps et c'est comme ça un peu de manière très pédagogique que tu travailles. Mais tu mentionnais tout à l'heure le membre supérieur. C'est ça, c'est quoi la pathologie la plus courante des musiciens et surtout des musiciens amateurs peut-être? Alors, la grande pathologie la plus courante, c'est une pathologie un peu tiroir qu'on appelle trouble musculo-squelettique. À l'intérieur de ça, on met beaucoup, beaucoup de choses. Et la pathologie qu'on va retrouver de manière plus fréquente, ça va être tout ce qui est tendinopathie, qu'on entend, on appelle souvent entre nous la tendinite. C'est vraiment la pathologie qu'on rencontre au quotidien. C'est la plus courante. Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a jusqu'à maintenant, dans ces dizaines d'années de carrière, une rencontre ou une expérience qui t'a spécialement marqué en travaillant avec les musiciens? Ah, il y a plusieurs patients qui m'ont marqué de manière un petit peu prédominante. Ce qui m'a beaucoup touchée, notamment au tout début, quand j'étais vraiment une jeune ergothérapeute, c'était l'errance médicale dans laquelle les musiciens se retrouvaient, l'incompréhension qu'ils pouvaient ressentir face aux professionnels de santé,
parce que c'est une activité qui reste particulière et souvent qui est méconnue par les professionnels de santé. Et il y avait vraiment une incompréhension totale entre le musicien qui venait avec ses souffrances, que ce soit physique ou psychique, et la réponse qu'il attendait du professionnel. Et en face, le professionnel qui comprenait absolument pas cette pratique, cette manière aussi de pratiquer son travail, avec des horaires qui sont aléatoires aussi, même la pratique amatrice qui est aussi une pratique très particulière. Et donc, ce qui m'a beaucoup touchée, c'était de gérer l'incompréhension et l'errance médicale des patients qui arrivaient dans mon cabinet. Et qu'est-ce qu'il est les signes ou la chose que tu dis, ah bon, à ce moment, vraiment, un musicien doit aller consulter un spécialiste? Alors, je dirais la douleur, déjà, parce que c'est la meilleure alerte possible que nous offre notre corps. Et je dis vraiment nous offre parce que c'est presque un cadeau en fait. La douleur, elle arrive souvent avant que la pathologie s'installe. Et le fait d'écouter sa douleur va faire qu'on va éviter soit d'aggraver, soit de déclencher la pathologie. Donc vraiment d'être à l'écoute de son corps et de sa douleur. Et ça, pour le musicien, peut-être c'est plus simple. C'est encore plus simple. En général, les musiciens connaissent très bien leur corps, connaissent très bien comment ils réagissent à l'instrument. Et la moindre perception de changement de gestes ou de choses à l'instrument, des perceptions, des fois, on a l'impression qu'on ne sent pas son instrument. C'est un signe, en fait, qui, s'il persiste, il faut absolument aller consulter. Comment elle a été le choix de mettre en guide plus pédagogique le contenu de ce livre? Est-ce que c'est ta pratique justement qui t'a inspiré et tu t'es dit, bon, il faut que le musicien ait quelque chose pour vraiment pouvoir agir et comprendre ce qui leur arrive ou... Moi, j'adore mon cabinet, j'adore ma pratique clinique et je dis souvent que je suis une clinicienne pure et dure. Et quand il a fallu fermer mon cabinet pour un projet doctoral, ça a été un vrai cas de conscience pour moi de choisir entre faire quelques années de recherche pour aller plus loin aussi dans mes réflexions et du coup fermer, donc abandonner en quelque sorte mes patients. Et ça a été vraiment un choix assez difficile à prendre. Et quand j'ai fermé mon cabinet, je me suis dit, mais en fait, toute l'expérience aussi que j'ai eue grâce à mes patients, c'est dommage de ne pas en profiter. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit un peu ce livre, et je l'ai écrit à la manière dont je reçois aussi mes patients. Et donc c'est pour ça qu'il est construit de manière assez didactique pour les musiciens, parce qu'ils vont pouvoir retrouver de manière assez simple, là j'ai mal à cet endroit-là, et donc je vais aller vers ce processus qui reste quand même un livre, donc ça reste imparfait à côté d'une consultation qui va être personnalisée, individualisée, évidemment. Mais en tout cas, c'était un outil aussi pour les musiciens qui sont partout en France et même ailleurs, de se dire j'ai une boîte à outils, j'ai des conseils et je ne suis pas tout seul face à ma douleur et à mon incompréhension. Qu'est-ce que... peut-être que justement dans l'enseignement, ce genre de connaissances, il est assez intégré ou il manque que justement les enseignantes et au conservatoire on puisse, ou même au sein des orchestres amateurs, on puisse s'approprier des éléments pour accompagner nos musiciens. J'ai l'impression qu'on est vraiment à un tournant en fait, de la prise en compte de la douleur et de la santé plus généralement. C'est-à-dire qu'on est face à des générations d'enseignants qui n'ont pas reçu ces formations, qui n'ont pas été sensibilisés à la douleur, qui sont vraiment restés dans « il faut souffrir pour vraiment apprendre son instrument ». Et ça y est, on est en train de déconstruire ça au niveau des enseignants. Par contre, il manque l'étape d'après, c'est-à-dire je sais qu'il ne faut pas spécialement souffrir, je sais que mes élèves ne doivent pas me rapporter des souffrances, mais qu'est-ce que je fais en fait? C'est-à-dire concrètement maintenant, quand j'ai mon élève devant moi, comment je lutte contre la douleur qu'il me rapporte? Et ça, on est un peu dans ce moment-là où en fait maintenant on a pris conscience qu'il fallait faire attention à ne pas souffrir, mais c'est maintenant comment je fais concrètement dans mon quotidien, dans mes horaires, dans ma pratique, pour intégrer ces notions de préservation de la santé. Et dans cette évolution de mentalité,
est-ce que les jeunes générations peut-être sont plus attentives Sont plus alertées, en tout cas, ça c'est sûr, parce qu'on en parle un peu plus. Après, les jeunes générations aussi n'ont pas forcément conscience que la douleur peut arriver et peut arriver vite. Parce que le corps est en bonne santé, ils ont plein d'énergie, ils ont énormément de motivation aussi. Et finalement, la prévention, c'est terriblement difficile à mettre en place parce qu'ils n'ont pas envie de modifier quelque chose qu'ils ont mis des années à construire. Donc ça, c'est compliqué à vraiment faire évoluer, dans le sens où tant qu'on n'a pas mal, on ne se rend pas compte de l'importance considérable qu'a la prévention. Donc c'est sûr qu'ils sont plus alertes. Après, maintenant, il faut passer à la concrétisation de ces étapes. Et si on fait une comparaison entre les musiciens professionnels et amateurs, est-ce que les risques auxquels les musiciens sont confrontés sont vraiment différents Alors, je dirais que dans les pathologies, dans la manière dont la douleur se manifeste, on est très proche entre les problématiques des musiciens professionnels et amateurs. Après, ça va être dans la manière de le prendre en compte et de le considérer, et surtout dans les retentissements de la douleur ou de la pathologie. Sur un musicien qui va vivre de sa pratique instrumentale, s'il ne peut plus travailler, il ne peut plus gagner sa vie et pratiquer son métier. Alors que sur un musicien amateur, on n'aura pas cette problématique de retentissement sur la vie professionnelle de l'instrument en tout cas, mais en revanche, la pratique amateur va entraîner aussi d'autres problématiques, dans le sens où on va accumuler aussi des activités, et notamment une activité professionnelle, ainsi qu'une activité instrumentale. Donc on peut avoir aussi différentes couches, et notamment dans la prise en compte des troubles musculo-squelettiques, c'est quelque chose qui est absolument indispensable à prendre en compte, parce qu'on sait que le musicien, il est amateur, mais il va avoir du coup une vie professionnelle qui va déjà mettre en contribution son corps. Donc ça va être un peu différentes problématiques, mais c'est plus dans la manière d'aborder la douleur, mais la manifestation et les pathologies restent quand même sensiblement les mêmes. Quand on parle de médecine, on laisse parfois le côté plus psychologique ou la question de stress par exemple. Comment ces facteurs entrent en jeu et comment est-ce que ça peut affecter et créer finalement des pathologies Alors moi, plus j'ai avancé dans ma pratique, plus je me suis rendu compte que le stress prenait une place prépondérante en fait dans l'apparition des douleurs. Et finalement, l'apprentissage de cette gestion du stress, de ce qu'on appelle nous l'anxiété de performance, c'est-à-dire l'anxiété qui se manifeste par la pratique instrumentale et notamment devant un public et sur scène, va être majeure par rapport à d'autres facteurs comme ne serait-ce que certains gestes. Finalement, en traitant l'aspect psychique et l'aspect psychologique, on arrive quand même à résoudre beaucoup de douleurs qui, elles, sont purement physiques et sont liées à des troubles musculo-squelettiques. Donc tous ces facteurs, en fait, que ce soit des facteurs physiologiques, donc liés au corps, ou psychologiques, doivent être absolument pris en compte dans l'apparition de cette douleur, au risque que finalement les prises en charge ou le traitement des douleurs ne soit pas efficace, ou en tout cas pas assez efficace pour la personne. On parlait de l'approche pédagogique et la manière que tu as rédigé ce livre qui est super accessible. Et comment est-ce que tu imagines que les lecteurs vont s'emparer et s'approprier de ce livre? Moi, j'imagine pas du tout une lecture en continu. C'est pas un roman, c'est pas une histoire qu'on lit du début à la fin. Mais je le vois comme un peu un livre qu'on laisse dans un coin d'une pièce et qu'on vient feuilleter en fait quand là je sens que j'ai un petit peu mal à un endroit et que ça puisse être une base en fait sur laquelle on puisse aller piocher régulièrement et qui reste en fait toujours un petit peu à côté, mais que ça soit pas quelque chose qui soit au quotidien, mais qui puisse toujours servir comme une aide, une petite boîte à outils qu'on puisse aller consulter régulièrement dès qu'il y en a besoin. Est-ce qu'il y a évidemment des difficultés propres à chaque instrument, mais est-ce qu'il y a des instruments qui posent plus de problèmes que d'autres? Alors ça, c'est une très très bonne question, et c'est la grande question dont j'aimerais répondre.
Il y a des études scientifiques qui ont été menées justement par instrument, par catégorie d'instruments, et qui peuvent être un peu contradictoires les unes avec les autres, parce que la méthodologie d'étude est un peu différente. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir reprendre un petit peu ces études pour appliquer une méthodologie qui va être équivalente pour pouvoir trancher en fait si vraiment il y a des instruments qui sont plus à risque que d'autres, parce que certaines études scientifiques peuvent un petit peu se contredire, et donc ça va être intéressant d'aller étudier tout ça. Que ça soit sur le pourcentage d'apparition des troubles musculo-squelettiques et des problèmes de santé plus généralement, on peut avoir des différences dans les études. En revanche, au niveau des localisations corporelles, on retrouve à peu près toujours les mêmes zones corporelles qui vont être touchées. Et les zones les plus importantes vont être surtout au niveau des épaules, du haut du dos, donc tout ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, donc les omoplates, et les cervicales. C'est vraiment le triangle à risque. Et est-ce que tu veux nous raconter peut-être quelque chose? Je sais que quand on mène une recherche doctorale, ça prend longtemps, mais est-ce que tu veux nous raconter quelque chose de ce que tu étais en train de faire, ou si tu as déjà décidé que tu as pu tester? Alors là, on est en train de mener, donc on est parti sur 3 ans de recherche dans le cadre d'une thèse au CNSM, justement pour essayer de comprendre comment un trouble musculo-squelettique peut apparaître chez un étudiant. Donc on a beaucoup de notions sur la caractérisation de la douleur, c'est-à-dire quelle est cette douleur et qu'est-ce qu'elle entraîne, quelles sont les conséquences sur la vie quotidienne, sur la vie instrumentale, sur la psychique de l'étudiant et du musicien plus généralement. Mais il nous manque un tout petit peu d'éléments sur l'étape d'avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait quand on rejoint tous les facteurs, que ce soit physiologiques, psychologiques, environnementaux, relationnels, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces interactions vont faire qu'un étudiant va déclencher un trouble musculo-squelettique et pas son voisin qui est dans la même classe que lui. Donc l'idée, c'est d'aller étudier en fait tous ces déterminants qui vont aller interagir les uns avec les autres pour pouvoir, qui va déclencher un trouble musculo-squelettique. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment se poser la question de est-ce que ce facteur va être plus important dans l'interaction qu'un autre, dans le but après, non pas de juste faire de la science fondamentale, mais après de se dire, pour un moyen de prévention, c'est-à-dire que si on veut prévenir ces douleurs-là, on sait que ça va être plus intéressant d'agir sur ce facteur-là plutôt que sur celui-là. Donc j'ai évidemment pas les réponses puisqu'on vient tout juste de commencer, on est en train de poser les méthodologies de recherche, mais dans 3 ans j'aurai peut-être des éléments de réponse un petit peu plus solides scientifiquement en tout cas. On a rendez-vous dans 3 ans. Mais est-ce qu'entre-temps tu as un conseil à donner aux jeunes, aux enseignants aussi, et peut-être aux encadrants des orchestres amateurs? Alors, si je peux me permettre de donner un conseil, ça serait de communiquer en fait entre tout le monde. Une douleur n'a aucun intérêt si elle reste juste au stade de j'ai une douleur. Mais par contre, le fait d'en discuter avec des collègues, avec les enseignants, avec les encadrants, avec toutes les administrations aussi, c'est là où on va pouvoir trouver petit à petit des solutions. Un musicien qui va rester seul avec sa douleur, on ne pourra jamais l'aider en fait. Donc c'est le fait de pouvoir en parler entre musiciens et entre humains de manière plus générale qui va faire que petit à petit on va pouvoir le prendre en considération et surtout mettre des choses en œuvre pour éviter soit d'aggraver la douleur, soit de la faire apparaître chez d'autres personnes aussi. Parce que si un musicien souffre, il est fort à parier que son collègue peut être amené à souffrir. Donc le fait de communiquer, c'est faire attention à soi, mais c'est aussi faire attention aux autres. Et c'est ça aussi l'ambiance dans un collectif musical et dans un orchestre, c'est d'être ensemble en fait. C'est le collectif qui va être plus important aussi. Donc c'est exactement la même chose quand on souffre et quand on déclenche une problématique liée à la pratique instrumentale. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des questions? Sentez-vous libre si vous avez envie de les poser. Le départ, c'est souvent une question de posture. Ça peut.
c'est pas forcément lié à une posture. C'est vrai qu'on parle beaucoup des formations gestes et postures. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez courant. Mais après, comme on parlait, il y a des facteurs aussi psychologiques, de stress, d'organisation aussi de la pratique, qui font que ça peut entraîner une douleur. Donc, une douleur n'est pas forcément due à un problème de posture et de geste. Mais l'idée, c'est d'avoir un point de vue un petit peu plus global. On parle vraiment de vision holistique en fait, du corps et de l'activité pour justement pouvoir inclure d'autres facteurs comme le stress, le matériel aussi. Un matériel mal réglé souvent peut entraîner des douleurs. C'est pas forcément un problème de geste ou de posture. Donc, oui, évidemment que le geste et la posture va être importante, mais vraiment pas que, et il faut vraiment aller interroger d'autres choses que juste les gestes et postures. Il faut prendre un ensemble de tous ces facteurs. J'ai fait mes questions comme ça très vite, mais je pense que plus ou moins, est-ce que je ne sais pas si tu te projettes justement après ce livre, et qu'est-ce qui serait les bons pas pour continuer à communiquer et à diffuser qui sont les troubles musculo-squelettiques et tous Déjà, j'aimerais bien essayer de faire vivre ce livre, de pouvoir aussi montrer l'importance que peut avoir la prise en compte de ces douleurs, que ce soit par les musiciens, mais aussi par mes collègues professionnels de santé, que ce soit des rééducateurs, des médecins. Moi, je travaille beaucoup avec des médecins du travail aussi, que ce soit pour des pratiques professionnelles de musique ou des pratiques amateurs. Donc ça va être important aussi de pouvoir le communiquer à tous les acteurs qui peuvent être autour des musiciens, que ce soit des professionnels ou non, et donc de pouvoir améliorer en fait cette connaissance de la santé des musiciens et surtout du risque qu'est la pratique instrumentale, parce que ça reste une pratique ultra corporelle, ultra physique, et finalement ça on le prend pas forcément, on le conscientise pas forcément, en tout cas tant qu'on n'a pas pris un instrument et qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas ressenti l'impact physique que pouvait avoir cette pratique artistique finalement. Donc déjà de faire vivre un peu ce livre, de voir un petit peu comment les gens peuvent se l'approprier aussi, de voir comment il répond aux problématiques. Et puis j'ai quand même un gros travail doctoral qui arrive, donc ça va être le prochain gros projet. Et l'idée, c'est qu'aussi tout ce travail autour de la recherche scientifique puisse alimenter aussi une pratique clinique et une pratique aussi du livre. Donc l'idée, c'est de faire des liens le maximum entre tous ces projets qui finalement sont assez cohérents dans le sens où on travaille autour de la santé des musiciens. C'est juste des manières de l'aborder différentes. Entre la pratique clinique, le cabinet, où il y a vraiment une interaction plutôt à deux avec le patient et le thérapeute, plutôt la partie du livre où on va plutôt être sur un autre type de public, et puis aussi la recherche scientifique. En fait, j'essaie vraiment d'aborder le problème de la santé de manière différente, de réduire le problème en espérant de le réduire au maximum. Est-ce que tu sais comment on travaille dans d'autres pays d'Europe, par exemple, sur ce sujet ou... Alors, ce qui est intéressant, c'est je suis en lien forcément avec des équipes de recherche dans le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes problématiques, quel que soit le continent, quelle que soit la langue, quelle que soit même l'histoire de la santé des musiciens. On est tous sur les mêmes problématiques. Donc c'est hyper intéressant de voir cette évolution un peu de la santé des musiciens, parce qu'on est tous un peu au même stade et on n'est pas très nombreux, donc on se connaît quand même pas mal entre équipes. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que en plus grâce aux moyens aujourd'hui de la visio, des communications, on arrive vraiment à monter même des projets de recherche entre continents sur des mêmes problématiques, parce qu'on est confronté aux mêmes choses. Donc c'est intéressant de pouvoir justement être vraiment en contact, que ce soit dans la partie clinique ou la partie vraiment recherche scientifique. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et sinon, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur le livre en particulier ou...
Le livre, il est vraiment fait pour pouvoir répondre en fait aux questions des musiciens. Donc l'idée, c'est pas de l'aborder de manière par la physiologie, c'est-à-dire comment est le corps et comment... Mais c'est vraiment, là, moi, je souffre à un endroit et je vais pouvoir aller chercher des solutions à chaque fois, que ça soit... Il y a un tout petit peu de connaissances médicales, mais c'est complètement abordable pour quelqu'un qui n'a jamais fait ni d'anatomie, ni qui n'a aucune connaissance en santé. Juste déjà avec le ressenti du corps, ça suffit largement. Donc l'idée, c'était de pouvoir parler justement au maximum de personnes, que la personne ait des connaissances ou zéro connaissance. Donc vraiment, c'est fait pour n'importe quel musicien qui en aurait besoin. Donc on peut le retrouver facilement. Super. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. Je vous invite à prendre, on va chercher quelques petits boissons et on va continuer peut-être les dialogues de manière plus informelle avec Céline. Merci beaucoup. Merci à toi.